et il a fait de nous en fait la matière première de cette économie qui est mondiale, évidemment aujourd'hui. Voilà, donc 20 ans plus tard, après ces débuts de l'invention du capitalisme de surveillance, on est dans un monde dans lequel en fait ces GAFAM ont une emprise très très forte sur nos vies. On a vu aussi ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup de gouvernements et de forces politiques en Europe qui ont essayé d'agir pour réguler le développement du capitalisme de plateformes, donc avec les plateformes de livraison de repas notamment, etc., qui sont en fait elles aussi des grandes commerçantes de nos données personnelles. Alors pour donner juste un petit chiffre, la vente des données personnelles représente 91% de la capitalisation de Google et 98% de la capitalisation de Facebook. Donc en fait, c'est pas du tout marginal pour ces entreprises, c'est vraiment le cœur de leur activité économique et c'est pour ça que c'est un enjeu d'importance majeure et c'est pour ça qu'on a plein de personnes ici qui travaillent pour lutter contre cette emprise. Alors je vais donner la parole en premier à Alma Dufour. Alma Dufour, donc, qui est députée élue depuis juin France Insoumise de la 4e circonscription de Seine-Maritime, tout près de chez nous, une circonscription dans laquelle un méga entrepôt Amazon devait s'implanter. Avant d'être députée, tu étais chargée de mission sur production et sur consommation aux Amis de la Terre. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de l'impact du capitalisme de surveillance et de plateforme aujourd'hui en France et des luttes peut-être qui ont lieu aussi par rapport à ça? Ouais, oui, ça marche, vous m'entendez bien? Bonjour à tous, désolée pour mon retard, si la conférence commence en retard, c'est à cause de moi. Je m'excuse. Donc un petit état des lieux, donc déjà peut-être pour préciser quand même, moi j'ai pas travaillé sur l'ensemble des GAFAM parce que quand on dit GAFAM, on les met un peu tous dans le même sac en oubliant que s'ils ont beaucoup de points communs, ils ont aussi des différences et des modèles économiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Moi j'ai travaillé sur 2 des GAFAM qui, on va dire, ont peut-être l'impact sur l'écologie et la prédation des ressources le plus grand, ou en tout cas le plus évident. C'est-à-dire sur Apple, la multinationale des smartphones que l'on connaît tous, et sur Amazon, qui aujourd'hui, selon les experts, la plus grosse multinationale du monde, en tout cas l'entreprise la plus puissante, parce qu'elle a réussi à étendre une position dominante dans beaucoup de secteurs qui sont essentiels à notre économie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Apple et Amazon, par exemple, ont des modèles économiques absolument à l'opposé l'un de l'autre. Apple est l'entreprise qui, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, cette année, mais pendant des années, a été la multinationale qui réalisait le plus de bénéfices au monde. Donc vraiment un cash absolument incroyable par un modèle qui est en fait finalement assez classique, puisqu'à l'inverse de Google et de Facebook, une soixantaine de pourcents de son chiffre d'affaires, elle le tire de la vente des smartphones. Voilà, de ces iPhones et de l'obsolescence programmée et d'un univers effectivement où là le numérique entre en jeu, c'est-à-dire un univers captif autour des applications Apple et de tout ce qui va avec. Amazon, comme Google d'ailleurs, et comme Facebook, là elles se ressemblent, même si c'est différent, mais elles se ressemblent dans le sens que ce n'est pas des entreprises dites rentables. C'est-à-dire que c'est des entreprises dont le but est avant tout de conquérir des parts de marché et qui deviendront rentables par la suite. Amazon, tout comme Google, ne verse pas de dividendes à leurs actionnaires. Et c'est là où c'est très intéressant parce que quand on n'a pas compris ça, on ne sait pas vraiment trop comment s'attaquer à ce type d'entreprise. Parce que bon, pendant très longtemps, dans la lutte contre Amazon, on a, dans le grand public en tout cas, eu tendance à la résumer à une lutte pour une taxation plus juste. Parce que comme toutes les multinationales, elle évade l'impôt, elle cache le peu de bénéfices qu'elle fait, comme Apple, etc. En réalité, Amazon se débrouille pour être quasiment à perte, puisqu'elle réinvestit quasiment tout dans la conquête de nouveaux marchés et dans l'extension de son réseau. Donc en fait, c'est pas tant une taxe sur les bénéfices qu'il faut faire, mais c'est autre chose. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que la France avait commencé à faire une taxe GAFA, on pourra reparler, qui est assise sur le chiffre d'affaires et non pas sur les bénéfices. Parce qu'en fait, si on ne s'attaque pas à ce modèle qui vise d'abord, qui peut assumer une vente à perte pendant des années et des années et des années, jusqu'à être monopolistique sur un marché et après faire des bénéfices, on ne voit pas en fait comment freiner ce modèle-là. Et donc Amazon et Google et Facebook, c'est ça. C'est des multinationales qui ne fonctionnent pas du tout avec les règles, on va dire, à l'ancienne, démodées du capitalisme traditionnel. C'est-à-dire que quand vous êtes un Total, par exemple, énergie, c'est marrant parce que je leur parlais hier et c'était à la limite, si c'était pas un peu, ils pleuraient un petit peu en disant mais vous vous rendez pas compte, nos actionnaires, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Avant, Exxon était la première capitalisation boursière américaine, maintenant elle est passée à la 100e place, on ne vaut plus rien sur les marchés, si on donne pas beaucoup de dividendes, ils vont se casser et aller ailleurs. Et effectivement, il dit, alors que Google et Amazon, personne ne
Et c'est littéralement le cas. Les actionnaires ne leur demandent pas de dividendes. Donc déjà, il faut comprendre ça parce que c'est une nouvelle étape dans le capitalisme, c'est quand même un peu particulière. Et ce qui rend en fait ces entreprises absolument imbattables, même sur le terrain de la concurrence pure et dure, puisqu'en fait, ces entreprises qui sont littéralement soutenues par Wall Street, quoi, on va dire ça comme ça. Pour la Chine, ce sera Alibaba qui fonctionne exactement avec le même modèle. Et dans lesquels ces marchés qui sont énormes, colossaux, vont investir des milliards de capitalisation boursière, plus de 1800 milliards la capitalisation boursière d'Amazon, sans en attendre vraiment de retour à l'immédiat. Et ça peut durer des années comme ça. Et ça fait, les experts disent que c'est pas encore, qu'on peut attendre encore 10 ans, voire 20 ans, avant que Google ou Amazon se mettent à verser des dividendes à leurs actionnaires. Donc c'est intéressant parce qu'ils ne jouent pas du tout avec les mêmes règles du jeu. Et ce qui fait qu'en fait, aucune entreprise, forcément de petite taille, de taille intermédiaire, mais même de grosse taille, notamment les entreprises françaises, ne peut rivaliser avec ça. C'est-à-dire que même Carrefour ou Walmart ne peuvent pas rivaliser vraiment avec Amazon pour ces raisons-là, parce qu'ils n'ont pas tous les marchés financiers qui ont décidé que c'était la poule aux œufs d'or et que c'était la valeur dans laquelle le marché voulait investir. C'est donc en même temps une force pour écraser tous les autres, mais c'est aussi une énorme faiblesse. C'est aussi une énorme faiblesse parce que c'est un modèle qui est dangereux pour la bourse. Parce que si d'un coup tout le monde se rend compte qu'en fait ce ne sera jamais rentable, et ce qui est possible si les gouvernements interviennent et rendent en fait plus difficile pour eux de dégager des bénéfices une fois qu'ils auront des monopoles, et bien là, ça devient compliqué. Parce qu'ils ont quand même, les marchés financiers, investi 1800 milliards de dollars dans Amazon, et si en fait d'ici 10 ans ils se rendent compte qu'ils ne récupéreront jamais leur argent, ça devient compliqué, sachant que c'est quand même une entreprise sur laquelle absolument toute la bourse américaine est exposée, toutes les entreprises et même la France, puisque BlackRock par exemple est le premier investisseur mondial, a évidemment, comme il investit dans toutes les entreprises, mais aussi beaucoup dans Amazon, a beaucoup investi dans Amazon. Une partie de la dette française est aussi gérée par des fonds d'investissement comme BlackRock. Bref, résultat des courses, on est tous un peu pieds et mains liés avec ce modèle qui est en fait pas une pyramide de Ponzi non plus. Vous savez ce que c'est une pyramide de Ponzi ? Ouais, ça vous parle, c'est la croyance qu'en fait tout le monde va faire du profit, en fait c'est pas rentable et c'est la dernière bout de chaîne qui se rend compte que c'est pas rentable et tout le monde se met à vendre ses actions. Bon, c'est un peu résumé, c'est pas très bien expliqué, mais en gros c'est un peu l'idée. Donc c'est pas que c'est pas rentable en soi, c'est qu'en fait la grosse majorité de leur activité n'est pas rentable, elle n'est pas faite pour. Et on demande à tout le reste de l'économie, par exemple pour Amazon, dans le commerce, de s'aligner sur un modèle qui n'est pas rentable. C'est quand même délirant. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'en fait les nouvelles entreprises qui se lancent dans, vous savez, dans l'épicerie, la livraison d'alimentaires, cajou, tout ça, tous les dark stores, etc., ils ne font pas de chiffre d'affaires, ils sont en grande difficulté financière. Ils ne font pas de bénéfices, je veux dire, ils visent comme Amazon, ils vivent avec des levées de fonds boursières. Parce que c'est ça, en fait, on peut fonctionner que comme ça, dans un modèle comme ça. Et toute l'économie est entraînée par le gouvernement à s'aligner sur des modèles qui sont de fait pas rentables, ce qui est extrêmement, extrêmement dangereux d'un point de vue économique. Donc déjà, voilà, la première chose sur les GAFA, c'est qu'il faut comprendre ça, que c'est un modèle un peu particulier. C'est un modèle auquel l'Union européenne et la France ne sont pas habitués à lutter. C'est-à-dire que normalement, la vente à perte, c'est interdit. Enfin, tout le monde sait que normalement, les commerces traditionnels ne sont pas censés vendre à perte pour tuer la concurrence d'à côté. Sauf que là, c'est plus compliqué que ça. C'est pas une vente à perte aussi nette et précise. C'est tout un schéma en fait de fonctionnement qui leur permet en fait de vendre à perte et de réinvestir sans verser dividendes à l'infini. Et ça, c'est pas pris dans la réglementation européenne ni dans la réglementation française. Donc on est en train de laisser des modèles absolument extrêmement prédateurs, et je reviendrai après sur l'écologie, le fiscal, l'emploi, mais bien que même si on est très libéral et qu'on est ou même de droite pour la souveraineté économique et industrielle de la France, c'est quand même un peu problématique de laisser s'étendre dans le pays des acteurs étrangers qui ont vraiment pour modèle de casser littéralement les jambes à tout le monde et de générer après des monopoles. Sans les freiner du tout, voire pire en les encourageant, parce que c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps au niveau européen et au niveau français encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra parler du niveau européen, si David aurait un truc à dire aussi, peut-être pour échanger là-dessus au niveau européen, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un shift de tendance un petit peu, mais à voir jusqu'où ça va. Mais en gros, on a laissé ces entreprises commencer à prendre une position dominante dans notre pays de plus en plus rapide. Et en plus, une position dominante qui a été, donc j'ai dit, acquis par la vente à perte, mais aussi acquis par la fraude pure et simple
a tout un tas de règles, mais qui sont quand même des règles assez basiques. Donc on parle souvent effectivement de l'évasion de l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, Apple qui n'est pas immatriculé en France et qui fait exfiltrer ses bénéfices de la vente de smartphones qui, eux, pour le coup, sont assez colossaux dans d'autres pays sous-taxés en Europe. Mais par exemple, Amazon, ce qu'on sait peu, c'est qu'il a développé un système ultra perfectionné de fraude à la TVA. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans le e-commerce qui a été imité par Alibaba, qui a été imité par Cdiscount, qui a été imité par toute place de marché qui se veut concurrentielle face à ce type de géant, en fait, depuis des années, on a une fraude à la TVA absolument colossale dans notre pays, qui était estimée par Attaque et par nous à environ, les amis de la Terre, quand je dis nous, à environ 5 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même pas rien, enfin 5 milliards d'euros par an, c'est à peu près le montant qu'a récupéré l'État en baissant les APL, ça vous donne à peu près une idée. 5 milliards d'euros par an, c'est énorme. Nous, on demande 1 milliard pour la rénovation énergétique des bâtiments en plus, et on nous dit non, c'est trop cher. Enfin, je veux dire, on va comparer ce qui est comparable, 5 milliards d'euros, on pourrait faire beaucoup de choses. Et ça dure, et dans l'indifférence des pouvoirs publics, mais qui est quand même assez fantastique, parce que il y a eu une directive très récente où l'Union européenne s'est dit ah oui, on va peut-être faire quelque chose, mais il y a eu tellement de lobbying qui sont réussis à construire une espèce d'usine à gaz absolument formidable, où en fait, même moi qui ne suis pas non plus une expert fiscale, je peux me balader franchement pendant 20 minutes sur un site Amazon ou sur le site d'Alibaba et je repère déjà 50 fraudes. Et j'avais envoyé un dossier à Bercy avant d'être élu il y a un an, parce qu'ils n'arrêtent pas de s'auto-féliciter dans les couloirs de Bercy, ils sont tous convaincus que c'est réglé. On leur dit non, vous êtes sûr que c'est réglé? Ils disent oui, bien sûr, Macron a dit que c'était réglé, ou Darmanin a dit que c'était réglé. Non, mais vraiment, il y a même au sein de Bercy, il y a une partie des services qui sont dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Et ils ne font, a priori, pour l'instant, en tout cas, pas grand-chose. Et c'est quand même dingue, parce que là, on parle quand même d'un impôt que tout le monde paye, qui n'est pas un impôt juste d'ailleurs, mais que tous les consommateurs payent, que les commerces, du coup, reversent à l'État. Donc, d'une concurrence déloyale. Encore une fois, là, je reste vraiment dans une logique très libérale avant d'aller sur le problème plus de fond, sur la planète et le social. Mais, donc, même dans une logique purement libérale, on a laissé un acteur frauder la loi pendant des années, devenir dominant, faire de la vente à perte et devenir absolument majoritaire, et on lui reproche pas. Et on n'essaie pas de récupérer ses sommes d'ailleurs. On dit bon, on passe l'éponge, maintenant il y a un nouveau régime pour récupérer la fraude, finalement il n'est toujours pas fonctionnel, on ne contrôle rien, et on continue. Sauf qu'après on dit voilà, Amazon c'est l'avenir du commerce, tout le monde devrait faire comme Amazon. Et il y a le gouvernement par contre met de l'argent pour que les petits commerces se numérisent, se lancent dans la... C'est trop long, désolé. Non mais du coup, ok. Bref, c'est pour vous faire comprendre à quel point ce modèle est foncièrement vicié, à quel point ce modèle ne peut fonctionner qu'avec de la triche, et de la triche qui est cautionnée par les États. Et peut-être pour finir là-dessus, comprendre que Emmanuel Macron est complètement vampirisé par les GAFA, on l'a vu avec les Uber Files. Juste après est sorti un peu un scandale similaire avec Amazon qui a fait moins de bruit, mais nous on le savait déjà. En fait, depuis qu'il est ministre de l'économie, il pactise avec ces entreprises. Elles l'ont aidé pendant sa campagne, et Amazon a notamment beaucoup aidé Emmanuel Macron à remplacer des sites industriels qui fermaient par des entrepôts logistiques. Et aujourd'hui, on a encore, et on l'a vu sur Petroplus, ici, et tu en parleras Laura, en fait, un discours qui dit ouais, mais on n'a plus d'industries qui veulent venir chez nous, heureusement qu'il nous reste Amazon. Et donc, en fait, Macron a littéralement accompagné la prédation d'Amazon sur les territoires pour se dépaître d'affaires un peu embêtantes, comme notamment, je donnerai cet exemple-là, ça parlera à tous, l'affaire Alstom. Il a aidé l'achat d'Alstom par General Electric, je ne reviens pas sur ce dossier-là. General Electric, au lieu de créer des emplois comme il avait promis, annonce la suppression de 600 emplois sur Belfort. Zut! Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? Ah, mais c'est pas très grave parce qu'on va implanter un entrepôt Amazon. Ils ont fait pareil à côté de Fessenheim. Et ils ont fait pareil donc sur Petroplus, et ils ont fait pareil à plusieurs endroits en fait, où au lieu d'avoir une politique industrielle sérieuse et protectionniste, ils ont préféré mettre Amazon. Voilà, donc on reviendra après, mais pour comprendre bien la logique qui se trame, et à quel point ces acteurs-là ont vraiment une emprise très 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 forte au niveau de l'État français au jour d'aujourd'hui, au point où, dans le cadre de la réforme contre l'ubérisation du travail qui est conduite au niveau européen, et dont peut-être David pourra mieux en parler que moi, en fait, la France a été un des pays les plus rétrogrades sur ce sujet-là, et c'est le plus opposé à la réforme de la présomption du salariat pour les livreurs des différentes plateformes. Voilà.